Salut à tous, c'est bien comme promis, on se retrouve pour notre tout nouveau débriefing MotoGP en compagnie du maître Jean-Luc Croix. Ça va Jean-Luc? Ça va Patrick, bonjour. Et bien sûr également, vous l'aviez vu déjà sur motorstv.com, Valentin Debise, notre envoyé spécial sur les Grands Prix Moto2 en particulier, puisque vous le savez, eh bien, il court cette saison dans cette catégorie très difficile. Mais avant tout, Jean-Luc, un petit point sur ce premier rendez-vous de la saison. Rendez-vous un peu particulier. On est au Qatar et on est de nuit. La F1 attend toujours la fin de saison pour rouler de nuit. La MotoGP et le Moto2, c'est tout de suite. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler, Patrick, qu'effectivement, la moto avait initié en quelque sorte les courses de nuit, puisque le premier Grand Prix de nuit, eh bien, c'était la moto qu'il avait établi, qu'il avait créé justement à Losail, donc avec un déploiement de moyens absolument extraordinaire, puisqu'en plus, pour la moto, c'est encore plus compliqué. Les pilotes prennent de l'angle, faut-il le rappeler, par rapport à des pilotes auto. Donc, il y a des problèmes d'ombre éventuels. Et là, on est parvenu à avoir un éclairage tellement parfait que les pilotes n'ont pas ce souci d'ombre, par exemple, devant eux, d'ombre portée, etc. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un événement extraordinaire. Attention, et on a vu que ça a joué des tours, ça y est, j'en dis déjà un petit peu trop, avec Randy de Punier, puisqu'il fait un peu plus froid qu'évidemment les essais qui peuvent se dérouler. Donc c'est un facteur à prendre en ligne de compte. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Qatar, cette année, on a eu un petit peu de chance, il n'y a pas eu de vent. Et c'est vrai que c'est un circuit un petit peu comme Bahreïn, où dès qu'il y a du vent, il y a du sable sur la piste, c'est toujours un petit peu plus difficile. Ça n'a pas été le cas cette année, où la météo était vraiment, on va dire, presque au top pour un premier Grand Prix de saison. Absolument, c'était une météo idéale et tant mieux. On sait que les essais ne se sont pas déroulés au même endroit pour les pilotes de Moto2 dont tu parlais en ouverture et 225. Ils étaient plutôt du côté de l'Europe, alors qu'effectivement les pilotes de MotoGP étaient loin en Malaisie. Et donc effectivement, il fallait faire un mix de tout ça. Et le travail qui a été fait par des températures très élevées en Malaisie pour le MotoGP et des températures malgré tout hivernales en Europe, il fallait un choix de pneus et des réglages adaptés. Ça a pu poser des problèmes à certains des pilotes, c'est Alors, clair. tu parlais des essais, ça tombe bien, les essais de Moto2, on sait que cette catégorie Moto2, on l'a vu l'an dernier, c'était sa première année. On va y revenir d'ailleurs sur la première année et le fait que la Moto2 est dans sa deuxième saison. Beaucoup de pilotes dans les mêmes secondes, parfois dans les mêmes dixièmes, c'est très très dur. Alors moi je vous propose tout de suite de retrouver au Qatar, de nuit, ça tombe bien, Valentin Debise qui va nous évoquer un petit peu sa séance d'essai de Moto2. On a fait pas mal de séances avec des vieux pneus pour voir comment la moto réagissait. Et ça s'est plutôt bien passé, mais un peu difficile sur un tour qualif. Donc sur le papier, c'est pas top ce qu'on a fait encore. Mais je suis confiant pour la suite. Donc les qualifications, j'ai pas mal amélioré par rapport aux essais où on était donc en difficulté avec ces réglages. J'ai fini donc les qualifications en 26e position, à 2 secondes du premier, ce qui est pas du tout mon objectif, donc j'étais pas très content. Voilà, un Valentin moyennement content, vous l'avez compris, 26e sur la grille de départ. Il l'a dit, Jean-Luc, à 2 secondes du meilleur temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'an dernier, on n'avait pas assisté à autant d'écart en Moto2. Il semble bien quand même que du côté de certaines équipes, on a compris un petit peu le mécanisme, on en est à la deuxième année, donc on comprend mieux les châssis, on comprend mieux les moteurs, on sait mieux régler et les écarts se creusent, on a l'impression. C'est vrai, on rappelle que la mécanique est unique, elle est fournie à chacune des équipes, les pneumatiques sont uniques, donc la différence se fait naturellement par le pilotage et par la mise au point. Et tu as raison de le souligner, je me demande si dans certaines équipes et sur certains châssis surtout, puisque la différence elle est là, eh bien on n'est pas en train de grignoter dixième après dixième. Tu as raison, c'est beaucoup. La première séance d'essai, on va peut-être combler en cours de saison. Certains ont des développements qui ont été plus lents que les meilleures équipes, mais néanmoins, c'est un écart considérable pour le Moto2. Pas du tout habitué à ça l'an dernier. Donc, il faudra voir un petit peu dans 3-4 Grands Prix, voir comment ça évolue. Si je regarde la grille de départ de ce Moto2, Stéphane Bradl, Marc Marquez, le champion en titre en 125, Thomas Luthi, déjà un pilote qui a une sacrée expérience, Yuki Takahashi également, Jules Cluzel, dont on va parler également tout à l'heure, qui est qualifié 6, Rolian Simon, Bradley Smith, le pilote qui était en 125 l'an dernier et qui est passé chez Tech 3, la structure d'Hervé Poncharal, Alex De Angelis, des pilotes qui ont fait du MotoGP quand même, qui sont redescendus. Grosse expérience devant quand même, et je dirais presque pas de surprise, presque de retrouver tous ces noms-là dans les premières lignes.
Oui, logiquement, les plus expérimentés et les plus talentueux se retrouvent effectivement. Tu as cité quelques noms. Bon, Marc Marquez, on sait que c'est un peu l'épouvantail de la catégorie, dans la mesure où il avait décroché ce titre 125 de manière étonnante. Bon, Bradl est plus jeune, c'est pas forcément encore mis tout à fait en évidence, mais s'il continue les courses comme celle-là et des qualifs comme celle-là, il va se mettre en évidence extrêmement rapidement. Puis tu as parlé, bon, on pourra citer Yannon aussi qui a fait une remontée absolument météorique. Quoi. Voilà, justement, cette course de Moto2, elle a été étonnante dans la remontée de Iannone. Elle a été étonnante aussi, là encore, on parlait des écarts en qualif. Moi, j'ai été énormément surpris, Jean-Luc, du fait que Bradl, excusez-moi l'expression, il a collé 7 secondes et demie à tout le monde. Oui, et en plus, il a maîtrisé. Il a fait preuve d'une lucidité extraordinaire malgré son jeune âge. Il faut rappeler que c'est le fils d'un champion du monde, 250 cm3. Helmut Bradl, effectivement. Donc, il a de qui tenir. Je pense qu'effectivement, depuis tout petit, il a dû baigner dans ce milieu-là. Mais il a la tête bien faite et bien posée sur les épaules. C'est pas évident, hein, quand on a bâti une telle avance. Après, de rendre un petit peu la main, c'est plus difficile. Parce qu'effectivement, ne pas se déconcentrer, ne pas commettre d'erreurs. Et puis, vraiment maîtriser la course d'une manière absolument imparable. Attention à RS, il y aura Marquez chez lui et une redistribution des cartes sur un tracé que toutes les équipes du Moto2 connaissent très bien pour y avoir mené des essais. On peut voir effectivement en tout cas les performances se rapprocher. Bon, Valentin, il n'était pas dans le peloton de tête, mais c'est pas pour autant qu'il a démérité. Il a fait, on l'a dit, il est parti 26e. Il nous a fait une belle petite remontée avant peut-être d'avoir quelques petits soucis. Mais je vous propose justement de le retrouver et qu'il nous explique un petit peu sa course. Allez, on retrouve Valentin. La course, elle s'est moyennement passée. Il y a quand même des points positifs parce que l'année dernière, mon point faible, c'était que je prenais des mauvais départs et surtout que je ratais mes 3 premiers tours qui sont cruciaux en Moto2 où on est 40 pilotes. Donc là, j'ai pris un bon départ cette fois. Les 3 premiers tours étaient vraiment bien parce que j'ai doublé au moins une dizaine de pilotes. Je me bagarrais entre la 16e et la 18e place, donc c'était vraiment un bon point positif en partant en 26e. Donc après, quand les pneus ont commencé un peu à baisser, j'ai commencé à perdre un peu de rythme. Je me suis fait doubler par des pilotes, j'ai eu du mal à suivre. Encore d'autres pilotes m'ont doublé, j'ai eu encore du mal à suivre. Après, j'ai fait au moins une dizaine de tours tout seul à essayer de me battre contre moi-même, à faire des chronos et à essayer d'améliorer mon pilotage pour rouler un maximum vite. Et mon coéquipier, il m'a suivi toute la course. Et dans le dernier tour, il m'a doublé, il m'a pris un peu par surprise. J'ai pas réussi à le redoubler avec mes pneus qui étaient pas mal usés. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Donc c'est dommage parce que je voulais finir devant lui. L'objectif sur une course, et bien sûr, le premier objectif d'un pilote, c'est de finir devant son coéquipier parce qu'on a la même moto, la même équipe. Donc pour moi, c'était important, donc c'est dommage. On verra les prochaines courses. Mais j'ai beaucoup parlé avec mon équipe. Et avec mon coach Alain Bronek, on est confiant parce qu'on travaille fort et de toute façon le travail finit toujours pas payé. Et je pense qu'on est dans la bonne direction. La moto, je suis persuadé qu'elle va aller bien pour les autres courses. Donc c'est de bon augure. De l'espoir quand même pour RS, c'est là que Valentin, comme toutes les équipes d'ailleurs de Moto2, avaient fait leurs essais d'intersaison, donc peut-être un peu plus d'expérience encore. On sent qu'avec l'équipe d'Alain Bronek, on a envie de progresser et de parvenir, pourquoi pas, à entrer dans les points. On rappelle, hein, les 15 premiers marquent des points. Dans les 3 premiers tours, il était 18. On aurait presque pu penser qu'il allait y arriver. Avant de clore le chapitre Moto2, Jean-Luc, quelques news des autres Français, en particulier Jules Cluzel, Mac Di Miglio. Pour Jules Cluzel, on a cru encore qu'il allait nous le faire, hein, ce podium au Qatar, et c'est dommage. Eh oui, il était bien qualifié. Jules a fait un début de course extraordinaire. Puis à un moment, je pense qu'il a une perte de rendement sur sa machine, peut-être les pneumatiques dans lesquels il a trop tapé. Enfin, en tout cas, intelligemment, là aussi, il est resté sur ses roues. Ça, c'est une preuve de maturité. Le pire eût été, effectivement, de tenter le diable s'il ne le sentait pas, de rester accroché au paquet de tête, enfin au deuxième paquet, puisque Bradl était devant. Il n'a pas insisté, donc il termine à une place tout à fait honorable, largement dans le top 10. Moi, je trouve que c'est un très très bon résultat pour Jules, qui démontre une maturité. On est ravis pour lui. Alors, du côté de Mike Di Meglio, dont tu parlais, effectivement, on est un petit peu en retrait pour le moment. Il intègre l'équipe Tech 3. On peut faire confiance naturellement à Hervé Poncharal, à toute l'équipe pour le mettre là où il faut. Il a besoin de confiance mentale. Il termine juste dans le top 20. Il peut faire mieux, hein, Mike. Il faut qu'il rentre dans les points. Je pense que ce sera pour RS. Et Valentin, à mon avis, n'en sera pas très loin. Allez,
Sur cette bonne parole, on passe directement au MotoGP, à la catégorie MotoGP. Il y avait deux événements, on va dire, pour ce premier rendez-vous au Qatar. Il y avait le premier Grand Prix sous les couleurs Ducati de Valentino Rossi. Et puis il y avait le passage de Casey Stoner chez Honda. Honda qui a largement dominé, là encore, les séances hivernales. Donc ça n'a pas été vraiment une grosse surprise de retrouver le Honda en pointe sur ce tracé. Ni d'y retrouver Casey Stoner qui, quand il était chez Ducati, s'offrait toujours le luxe de gagner ici quand c'était pas Rossi qui le faisait d'ailleurs. Et donc voilà, Jean-Luc, ce premier Grand Prix, on va dire bilan déjà, Casey Stoner, Valentino Rossi, puis moi je rajouterais peut-être Lorenzo quand même. Oui, alors chronique d'une domination annoncée pour les pilotes Honda, là c'est parfaitement clair. Personne n'a triché. On peut dire que vraiment les Honda sont extrêmement rapides d'une manière générale. On voit le tir groupé, complété naturellement par Dovizioso et Simoncelli. Simoncelli étonnant, avec une Honda privée. Alors on va maintenant se porter à l'avant du paquet. Stoner, il a fait une course absolument remarquable. J'allais dire une course à la Rossi, avec une lucidité remarquable. Au lieu d'essayer de partir tout de suite, d'écœurer tout le monde, il a vu qu'on était énervé du côté de Pedrosa, évidemment, avec un enjeu. Pedrosa rejoint chez Honda par Casey Stoner. Donc là, évidemment, on sait déjà qu'entre les deux pilotes, il y a de l'émulation, c'est peu de le dire. Jorge Lorenzo, l'Espagnol, champion du monde en titre, mais avec Yamaha, qui est venu le piquer et on l'a vu lui arracher une place sur le podium. Donc c'était chaud bouillant. Stoner a observé ses adversaires en tout début de course. Il est resté dans la roue de Pedrosa. On avait bien compris qu'il pourrait passer quand il voulait et où il voulait. Il l'a fait. Il a creusé un écart. Il a une maîtrise absolue. On voit qu'il est sur un nuage. Moi, j'en fais évidemment mon favori. C'est très facile de le dire aujourd'hui, mais honnêtement, là, il domine son sujet. C'est absolument remarquable. Alors, Pedrosa peut rager d'avoir laissé filer la deuxième marche du podium, mais c'est le premier débattu, comme on dit. Et pourtant, Jorge Lorenzo, avec la Yamaha, tu l'évoquais, était fou de joie, comme s'il l'avait emporté, parce que c'était pas son circuit. Non, on sait que Stoner est rapide, là, forcément. Donc, il arrive à arracher une deuxième place. Et je pense que l'explication à RRS va être absolument fabuleuse. Alors, tu parlais de Rossi, et on peut parler de l'autre Yamaha, juste rapidement. Ben Spies, un petit peu en retrait en course, il faut bien le dire. En essai, il a été rapide, un moment très rapide. Mais Lorenzo, là, moi, m'a vraiment bien convaincu, avec un numéro 1, comme quoi ça peut encore aider un pilote à progresser. Et puis donc Rossi, les problèmes de Ducati, on s'y attendait. Là, ça concerne aussi malheureusement Randy Depugné, avec son équipe privée, éliminé très rapidement, pneu froid semble-t-il dans le premier tour. Et ça élimine également malheureusement son équipier Capirossi. Rossi, il a fait ce qu'il a pu, mais il ne pouvait pas faire mieux. Alors justement, Valentin, il était en bord de piste pour nous, pour motorstv.com. On va écouter un petit peu ce qu'il a ressenti, lui, sur ce Grand Prix au Qatar. Et puis on ira directement après à la conclusion de ce numéro. Ouais, la course MotoGP est vraiment une belle course. Moi, j'ai vu le départ donc, à la télé. Après, je suis allé en bord de piste, voir un peu les pilotes, comment ils passaient. Du dernier virage, j'ai vu Pedrosa qui faisait l'intérieur à Casey Stoner, c'était vraiment un beau dépassement. La course, je pensais que Stoner allait vraiment s'échapper immédiatement et faire un gros écart. Mais finalement, il y a eu de la bagarre, Pedrosa est passé en tête, Lorenzo n'a pas pu passer en tête mais finit quand même deuxième. C'est vraiment une belle performance parce que les Yamaha étaient un peu en difficulté pendant l'essai hivernaux. Et Pedrosa qui complète donc le podium. Après, Valentino Rossi est un peu en retrait, donc il finit septième. Moi, je pense que je m'attendais à ces places-là au début parce que la Ducati est vraiment très difficile à conduire. Valentino a vraiment un style parfait, mais un peu... Il lui faut une moto qui est vraiment bien réglée pour lui. Donc je pense qu'il lui faut un peu de temps. Moi, je dis, vers Le Mans, il va commencer à gazer. Ouais, Valentin qui évoque le pilotage de Rossi qui dit qu'il doit avoir une moto parfaitement bien réglée. Eh ben c'est effectivement vite dit, ça sera peut-être pas aussi facile à faire. Il semble bien quand même que ça soit pas évident, mais on peut faire confiance à un pilote comme Rossi. Lui il dit comme échéance le Grand Prix de France. Tu y crois toi ? Écoute, j'aimerais y croire parce que ce serait fabuleux, toujours pareil, que Rossi ramène quelque part la Ducati. Pour le moment, le seul pilote qui est vraiment gagné avec la Ducati, c'est Stoner, il faut le dire et le rappeler. On voit où se trouve Nicky Hayden avec la même machine dans le même team, loin derrière, il est inexistant dans cette course, Nicky Hayden. Donc là, on peut dire que vraiment, Rossi doit modifier son pilotage, non seulement modifier la machine, mais c'est modifier son pilotage. Il l'a dit, il a un problème juste au moment où on rentre dans la courbe sur les freins, au moment de remise des gaz, là, il y a un flou. Et je l'ai observé comme il l'avait tellement dit,
C'est vrai que c'est là que ça se passe. Il n'est pas rapide. Il est toujours un freineur absolument fantastique. on l'a vu Le duel contre avec Ben Spies, c'était génial. Et là, à un moment, quand on voit Spies passer, là, on se dit, bon, ça tourne pas, et ça tourne pas. Parce que quand même, Freiner Rossi, plus tard que bah Rossi, oui, c'est non, pas là, faut évident. quand même pas Voilà. rêver. Donc moi, je souhaite évidemment que Valentino, à force de travail et d'opiniâtreté, là aussi, ce qui est important, c'est de rouler. Et on dit aussi que Valentino est toujours handicapé malgré tout par son Oui, épaule, il a- opéré. Il a roulé sous infiltration. Absolument. C'est quand même assez important de le dire aussi. Et quand on sait comment il faut tirer sur un guidon pour faire tourner une machine de Grand Prix, c'est absolument fabuleux. Un grand champion à n'en pas douter. Et moi, je souhaite aussi, comme Valentin de Bise, eh bien que Rossi revienne dans le paquet. Quelle bagarre on aurait avec un Rossi sur une Ducati qui marche, ce serait fabuleux.